Les 25e Jeux franco-canadiens de la communication vous présentent, dans le cadre de l'épreuve Bulletin de nouvelles, vos informations régionales, en direct de Montréal. Bon début de soirée, bienvenue au téléjournal de 18h. Une nouvelle qui était fortement attendue par les Québécois et Québécoises, le passage en zone orange qui se concrétise pour la majeure partie de la province lundi, le 31 mai prochain. Mais Marie-Michel, ce privilège se fera encore désirer dans la région de Montréal et Laval. Oui, ils devront s'armer de patience pour une autre semaine consécutive. Un changement de palier ne serait pas là prévu avant le 7 juin prochain. En fait, c'est la date qu'a dans la mire le gouvernement Legault pour faire passer la province au orange. Toutefois, il y a des bonnes nouvelles quand même. En zone rouge, c'est-à-dire qu'on pourra ouvrir les terrasses dès lundi prochain et le couvre-feu sera aussi levé au même moment. Il faut savoir que Montréal et Laval ne sont pas les seules régions à rester au rouge. On parle aussi de l'ouest du Bas-Saint-Laurent, une partie aussi de Chaudière-Appalaches ainsi qu'un secteur quand même en Estrie. Passeront par contre en zone orange la capitale nationale, la Naudière, l'Outaouais, la Montérégie et les Laurentides qui, eux, pourront retourner déguster un repas dans les salles à manger. Et des restaurants pourront fréquenter les gyms et les jeunes de 3e, 4e et 5e secondaire pourront retourner en classe. Et qu'est-ce qui explique que Montréal et Laval restent au niveau d'alerte maximale? C'est trop tôt, il y a un manque de stabilité, nous confirme le docteur Horacio Arruda. Une tendance, oui, est à la baisse, mais quand même, là, il y a en péril les efforts qui ont été faits par les citoyens, puisqu'on se rappelle que Montréal, depuis le début de la 3e vague, est en zone rouge, ce qui fait que présentement, tout se passe mieux que la première et la 2e. Mais par contre, on ne doit pas laisser de côté, Jasmine, le fait que les parcs et les rassemblements sont quand même là à prendre en considération dans toutes les décisions. Et pour se diriger tranquillement vers un allègement partiel des mesures sanitaires, le ministre de la Santé, Christian Dubé, souhaite devancer l'octroi d'une 2e dose. L'objectif est de vacciner tout le monde avec sa 2e dose avant la fin du mois d'août. Donc, il faudra, par tranche d'âge, retourner sur le site de Clic Santé, devancer son rendez-vous. Mais concernant tout ça, M. Dubé donnera les détails dans un point de presse ce jeudi. Merci Marie-Michel pour ces détails. Au plaisir. Toujours dans la vaccination, le sommet des 5 millions de doses a été atteint, ce qui indique que plus de 54 % de la population a reçu sa première dose. Le bilan de ce mardi fait état de 346 nouveaux cas de COVID-19. La dernière fois que le bilan du Québec avait été si bas, c'était en septembre dernier. 6 décès sont également à déplorer, le nombre d'hospitalisations qui continue de baisser avec 9 personnes de moins. Une personne a également quitté les soins intensifs. 114 nouvelles infections ont été enregistrées dans les 24 dernières heures dans la région du Grand Montréal. Depuis jeudi dernier, les automobilistes et les camionneurs qui souhaitent se rendre sur l'île de Montréal par le pont de l'île aux Tourtes sont contraints d'emprunter un détour. Émile, aujourd'hui, le gouvernement Legault a annoncé une réouverture partielle dès la semaine prochaine. Effectivement, le pont fermé de l'île aux Tourtes reliant l'ouest de l'île de Montréal à Vaudreuil-Dorion en Montérégie engendre beaucoup de problèmes pour les automobilistes. Le détour est long, le trafic est dense et les chemins alternatifs sont très limités. Heureusement, le ministre des Transports, François Bonnardel, assure que les travaux sont effectués 24 heures sur 24, 7 jours semaine, afin que le plus rapidement possible, le pont soit réouvert pour les automobilistes. Le plan de réouverture proposé par le gouvernement est en fait entre le 31 mai et le 21 juin. Il pourrait être sujet à quelques modifications, mais pour l'instant, c'est ce qui est proposé. Et Émile, les travaux progressent bien depuis la fermeture du pont. Oui, effectivement, déjà 50 des 40 tiges de métal ont été retirées. En fait, le plan du gouvernement est de simplement retirer les tiges de métal et de les remplacer avec des nouvelles afin d'assurer l'intégralité structurelle du pont. Ce seraient des tiges de support sectionnées qui ont accidentellement par des travailleurs d'entretien qui ont forcé la fermeture préventive du pont.
Sinon, à l'autre extrémité de l'île de Montréal, 5 véhicules ont été impliqués dans un accident dans le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine en début de cet après-midi. 2 personnes ont été légèrement blessées, mais heureusement, aucune d'entre elles ont eu besoin d'aller à l'hôpital. Pour ce qui est de la circulation, il y a 2 voies qui ont été bloquées en direction nord, mais en fait, le nettoyage de la chaussée a été effectué sur une période d'environ 3 heures cet après-midi et maintenant, les 3 voies en circulation nord sont bel et bien ouvertes. En espérant que cette réouverture partielle puisse bel et bien avoir lieu lundi. Merci, Émile. Merci, Jasmine. 138 recommandations ont été proposées dans le rapport du comité consultatif sur la réalité policière qui a été déposé aujourd'hui. Ce comité propose une réforme afin de moderniser la loi sur la police qui n'a pas été revue depuis 20 ans. Parmi les principales recommandations, il propose de réduire de 31 à 13 le nombre de services de police au Québec, ainsi que d'intégrer l'unité permanente anticorruption à une unité spéciale en cybercriminalité. La notion de discrimination a également été abordée dans ce rapport. La coroner qui préside les audiences publiques de l'enquête sur la mort de Joyce Echaquan a été critiquée sur certains commentaires faisant preuve de partialité. Elle s'est exprimée aujourd'hui sur son désir d'aller au bout du processus et sur son respect de l'impartialité. La coroner Guéane Kamel a ajouté que la collaboration et la transparence de tous sont essentielles à l'enquête et que des réponses évasives nuisent au processus. Une 3e semaine d'audience publique s'est entamée hier. Le conflit israélo-palestinien retient l'attention du monde entier depuis plusieurs semaines. Des gens de partout manifestent et dénoncent ce conflit. Pour en discuter avec nous, Sami Aoun, professeur titulaire à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke et directeur de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques. Monsieur Aoun, bonjour. Bonjour, Madame Grégoire. Tout d'abord, pour les gens à la maison, pouvez-vous nous résumer en quoi consiste ce conflit? Pour ne pas trop remonter dans l'histoire, c'est plutôt au niveau du plan de partage en 1947 qui a promis aux Israéliens d'avoir leur propre État et aussi aux Palestiniens encore d'avoir un État, ce qui n'a pas été honoré dans la communauté internationale à ce moment présent, malgré qu'il y a eu beaucoup quand même de tractations de paix et il y a eu même des accords de paix entre pays arabes et musulmans et Israël, mais le droit des Palestiniens d'avoir leur propre État n'a pas été honoré. Et il y a un cessez-le-feu qui a été décrété il y a quelques jours, quelques semaines. Ça n'a pas été efficace pour cesser les hostilités. Quelles sont les prochaines étapes afin d'améliorer la situation? Il faut consolider ce cessez-le-feu, le rendre une trêve quand même qui est assise sur un horizon politique acceptable par tous les belligérants. Et en ce sens, il faut aller avec l'initiative de l'Égypte qui va certainement rapprocher les Palestiniens entre eux-mêmes tout d'abord pour créer une autorité palestinienne représentative de tous les Palestiniens, encore rapprocher les Palestiniens avec le gouvernement israélien qui est en place, commencer la réconciliation politique, mais surtout aussi la reconstruction de la bande de Gaza. Et en ce sens, on pourrait consolider cette trêve et la rendre possible vers une paix probable. Vous parliez de réconciliation politique après la sortie du secrétaire d'État américain plus tôt aujourd'hui. Qu'en est-il de la relation entre les États-Unis et Israël? C'est une relation stratégique très solide, sauf dans l'administration Biden pour le moment, on remarque des changements. De un retour à la solution à 2 États, ce qui a été négligé ou même ignoré par l'administration Trump. Deuxième point, dans le Parti démocratique, comme dans la société américaine, on voit que l'appui inconditionnel à Israël n'est plus avec le même pourcentage et le même taux de satisfaction du comportement d'Israël à l'égard des Palestiniens. En ce sens, il y a des changements qui pourraient promettre une pression américaine pour justement faire créer l'État palestinien à côté de l'État d'Israël avec toute la bonne entente qui s'ensuit.
Et en terminant, pensez-vous que les nombreuses manifestations ont eu un impact sur la situation en Israël? Certainement, Israël est mal peinturé et aussi est fortement critiqué, soit au niveau des droits humains et des droits des Palestiniens notamment, mais au niveau de la solution politique, ces manifestations ne sont pas nécessairement les plus fortes, puisque un groupe Hamas, qui est considéré comme un groupe terroriste, alors pratiquement les sociétés occidentales, les pouvoirs occidentaux ne répondent pas favorablement à lui donner quand même une certaine légitimité. Monsieur Sami Aoun, professeur à l'Université de Sherbrooke et directeur de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à la chaire Raoul Dandurand, merci beaucoup pour votre temps. C'est moi qui vous remercie. Figure importante de la troisième vague au Québec, le propriétaire du Mika Fitness Gym est revenu pour la première fois sur l'éclosion qui a causé plus de 500 cas dans la capitale nationale. En entrevue avec notre équipe, Daniel Marino a indiqué être en partie responsable de cette situation, mais selon lui, les clients récalcitrants de son établissement sont à blâmer. L'éclosion au Mega Fitness aurait entraîné plusieurs dizaines d'éclosions secondaires. Benjamin, c'est ce soir que le Canadien tentera de stopper l'avance des Maple Leafs alors que l'équipe torontoise mène 2-1 dans les séries. Exactement, Jasmine. 4e match de la série opposant le Canadien aux Leafs de Toronto. C'est un deuxième match en 2 soirs pour les deux équipes, là, donc vraiment là, en 24 heures. Mais du côté du Canadien, c'est pas une situation qui nous embête trop, là, vraiment parce qu'au courant de la saison régulière, les Canadiens ont joué plusieurs matchs dans un calendrier très serré. Donc, au niveau du CH, là, on est habitué, on a une bonne condition physique pour répondre de belle façon ce soir. Et parlant de répondre, le Canadien va devoir jouer de très belle façon, va devoir rebondir pour pouvoir là, combler le déficit d'un match dans cette série qui, jusqu'à maintenant, est pas mal à la faveur des Leafs, je vous dirais. Du côté des blessés ce soir, Artturi Lehkonen ne prendra pas part au match. C'est une blessure au haut du corps subie dans la dernière partie et Jake Evans est toujours blessé, une blessure inconnue. C'est donc Eric Staal qui va prendre sa place dans l'alignement ce soir. Et Benjamin, certains joueurs du tricolore promettent plus d'intensité dès le début du match. Exactement. Josh Anderson, il est allé d'une déclaration choc. Il a dit que le Canadien allait y aller de plus d'intensité, allait être une équipe beaucoup plus affamée. Le Canadien va devoir être affamé, Jasmine, parce qu'en ce moment, le compter des buts, c'est très difficile chez le Canadien. On n'arrive pas à trouver le fond du filet et contre une attaque aussi puissante que celle des Leafs de Toronto avec des gars comme Austin Matthews et Mitch Marner, il va falloir trouver une solution au niveau de l'attaque, une étincelle à l'offensive parce qu'on ne peut pas gagner une série contre les Leafs de cette façon-là. Il faut marquer des buts. Et maintenant, au soccer, l'attaquant du CF Montréal, Romelu Kyoto, va représenter son pays sur la scène internationale lundi soir. Oui, Romelu Kyoto qui a été sélectionné par son équipe natale du Honduras pour jouer dans la demi-finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Exactement. Merci beaucoup, Benjamin, pour ces détails. Voilà, c'est ce qui complète notre bulletin d'information. Merci d'avoir été avec nous et bonne fin de soirée.